Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Swan Lemoigne de la société Stank. On dit Stank, Stank. Stank. T'y es presque. Parfait, ça vient d'où Stank? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Pardon, vas-y. Et je te coupe. Stank, ça vient d'où? Stank, c'est... en fait, je cherchais un nom pour ma boîte, pour ma deuxième boîte, et j'avais pas du tout envie de passer du temps à trouver un nom, parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper compliqué. J'ai préféré voilà, avoir le focus sur le produit rapidement, et du coup, en une demi-heure, je suis allé me balader sur le web. J'ai regardé un peu, des mots liés à mon activité, liés au web, et puis quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu, voilà. Et donc au fin fond d'une fiche Wikipédia, je suis tombé sur la traduction en vieux danois d'éclaboussure et d'explosion, et ça veut dire stank en danois, voilà. Donc tout simplement, voilà, j'ai rajouté un .com, j'ai enlevé le AE qui n'existe pas en France, parce que donc en danois, merci. En danois, en fait, ils ont la lettre AE collée, et donc voilà, on a séparé et ça fait stank.com, explosion, éclaboussure, voilà. Parfait. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 30 ans, j'ai 30 ans cette année. Ok, ça fait combien de temps que t'as monté Stank? Alors Stank, ça fait l'image de Stank, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé, je suis passé par la case auto-entreprise, ouais. Et puis très rapidement, au bout de 3 mois, j'ai changé de statut et donc maintenant on est passé en SAS, en société. Voilà. Parfait. Tu nous racontes un petit peu comment on arrive aujourd'hui à cette société, par où tu es passé, études, création d'entreprise. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur ton profil LinkedIn, ouais. C'est qu'il y a déjà eu une tentative. Je sais pas, tu veux nous expliquer comment en 2015? Ouais, alors bon, pour faire le parcours, j'ai commencé par un parcours un peu différent, puisqu'en fait j'ai commencé l'école à 13 ans. Ouais. C'est-à-dire que l'éducation est obligatoire en France, mais pas l'école. Faut le savoir, loi de 1889, bref. Et donc du coup, ça a un peu chamboulé mon parcours, parce que je suis arrivé à l'école assez tard. J'ai beaucoup aimé l'école, je me suis structuré, et puis après j'ai suivi un cursus assez classique, parce qu'après le bac, j'ai continué sur une licence et sur une école de commerce. Alors attends, on revient juste sur l'école n'est pas obligatoire, mais l'éducation est obligatoire. Ouais. Ça veut dire quoi? En France, donc, on a l'obligation légalement d'éduquer les enfants. Mais pas forcément de les envoyer à l'école. Mais pas forcément de les envoyer à l'école. Et en fait, il existe d'autres réseaux les CNAM, etc. En dehors de l'éducation nationale, même en dehors. Donc, il y a le CNAM, comme tu disais. Il y a des écoles, comme les écoles Steiner, par exemple. Il y a des méthodes. Parce que soit on peut mettre les gens dans d'autres types d'écoles que l'éducation nationale, mais on peut aussi leur faire les cours à la maison. Et en fait, moi, c'est le choix que mes parents avaient fait, où ils me faisaient apprendre les matières de base, maths, français, anglais, directement. C'est eux qui m'enseignaient directement voilà, ces matières-là. D'accord. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc de l'âge de 13 ans, t'es parti? Et à 13 ans, en fait, devant mes demandes répétées à apprendre, parce qu'à cet âge-là, on a envie de découvrir le monde, je faisais que 3 matières principales, donc le français, l'anglais et les maths. Et en fait, j'avais envie de découvrir plus. J'étais très demandeur, et mes parents, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, il va falloir maintenant voilà, le scolariser pour qu'il puisse avoir toutes les matières. Voilà. Donc quand je suis arrivé la première fois en 5e, il y avait de la bio, de la géo, des maths avancées, de la techno, je faisais du sport pendant les cours, enfin, j'étais comme un fou voilà, devant toute cette connaissance qui arrivait. Et ça a pas mal, du coup, cette expérience, parce que j'ai vécu plus, on va dire, dans le monde des adultes, puisque j'étais pas scolarisé, et ça m'a beaucoup formaté. Ouais. Ça a joué beaucoup dans ma personnalité rapidement, et puis au fur et à mesure ça s'efface un peu, parce que voilà, après j'ai fait un tronc commun classique, moi je disais, en finissant par une école de commerce. Mais voilà, ça m'a donné une autre vision du monde, en tout cas, que je dirais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément au début, quoi. Ok, école de commerce. Voilà, donc école de commerce.
En parallèle de mes études, après le bac, j'avais déjà mis la main un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'avais créé une petite agence de création de sites internet qui s'appelait Graphitech. Et alors à l'époque, c'était en 2005, et on codait des sites en Flash. Donc on faisait des sites en entier en Flash avec le menu. Le Flash qui vient de Montréal. Le Flash, voilà, qu'on vient d'apprendre hier, Adobe a définitivement enterré le Flash. Donc voilà, c'est fait. Donc j'avais eu déjà cette expérience. Bon, mes parents étaient entrepreneurs aussi. Et après, donc à un moment, il a fallu choisir entre continuer sur le master ou continuer dans cette boîte. J'ai décidé de continuer dans mes études. Je me disais que ça jouerait plus en ma faveur. Et donc du coup, j'ai fait 2 années en école de commerce. Et puis ensuite, je suis reparti dans le monde je suis parti dans le monde de l'entreprise, de manière assez classique. Je travaillais dans un gros groupe dans l'automobile. Après, j'ai eu une expérience en Allemagne. J'ai travaillé pour un site e-commerce international. Et puis, mais j'avais toujours cette idée d'entreprendre qui était restée en moi depuis longtemps. L'idée aussi de remonter ma boîte, mais peut-être par manque de confiance ou volonté d'avoir de l'expérience, de gagner de l'expérience, j'ai retardé un peu cette création d'entreprise. Ok, pardon. Oui, vas-y. J'ai vu que sur ton profil LinkedIn, tu indiques que tu as fait une année ou peut-être un peu moins d'études en Inde. Ouais. Oui, alors parce que donc j'ai fait une année de césure entre mon master, et j'ai fait aussi une partie de ma 2e année de master, en fait. Je l'ai faite en Inde, et donc pendant 1 an, j'étais à New Delhi, à côté de New Delhi. Donc c'était un échange universitaire classique, mais sauf qu'on a eu j'ai eu l'opportunité de le faire pendant 1 an. Donc j'étais à un moment où je voulais découvrir des choses très différentes, donc j'ai dit l'Inde, c'est parfait. C'était soit l'Inde, soit la Chine. D'accord. Voilà. Et entre l'Inde et ton expérience aussi en Allemagne, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, tiens, je fais ça aujourd'hui parce que j'ai vécu ça à l'étranger? Déjà, ça a confirmé un goût prononcé que j'ai pour l'international, et ça a vraiment, je pense, ouvert mon esprit. L'Inde, moi, ça ne me parlait pas du tout avant d'y aller. C'est loin, la culture est quand même très très différente. Ils ont des manières de faire différentes, voilà. Et c'est vrai que ça m'a apporté une ouverture d'esprit vraiment importante, quoi. C'était hallucinant de voir ces gens qui vivent sur la même planète que nous, et c'est complètement différent, des façons de faire, l'hyperpopulation, les gens qui se touchent partout. Voilà, une culture forte avec une histoire aussi, une histoire importante. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi de l'expérimenter. Et puis je pense que ça fait partie du parcours de vie où en fait je pense que ça m'a donné ça m'a fait un peu réfléchir, et puis réfléchir un peu à la condition qu'on a en France, où on se voit quand même beaucoup nombril du monde parfois. Et c'est vrai que régulièrement, je sais que quand on a des conversations avec des amis et des choses comme ça, et que ça commence à partir un peu, genre on est les rois du monde, j'aime bien, avec mon expérience justement, remettre un peu les choses à plat et dire voilà, on se calme, il y a du monde ailleurs, il y a des gens qui ne nous attendent pas. Si on regarde ce qui se passe au niveau business, au niveau mondial, il y a des Chinois qui vont très très vite, l'Inde qu'on parle comme une des prochaines puissances aussi économiques, il se passe des choses en Amérique latine, ailleurs, etc. Donc ça m'a fait vraiment relativiser ça, et ça m'a apporté une compréhension du monde, quoi. Et puis après, il y a l'expérience du coup en Allemagne, où du coup on a décidé de partir avec mon épouse pendant 3 ans là-bas pour le boulot. Et puis, alors l'Allemagne, on l'a vu plus sous un aspect, on va dire, sous le travail, enfin voilà, parce qu'on était là-bas salariés, et donc on a vécu vraiment le quotidien des Allemands. On était dans la région de Nordrhein-Westfalen, qui est la région de Düsseldorf. Et alors là déjà on a essayé d'apprendre une nouvelle langue, parce qu'on a été en Allemagne, mais on avait appris l'espagnol, donc tout à fait logique. Et puis ça nous a, je dirais que moi ce que ça m'a appris, c'est beaucoup de rigueur, et ça peut faire un peu cliché, mais c'est vraiment comme ça, et encore plus de manière professionnelle. Je me rappelle le premier entretien ma première réunion
mon management. Et puis à 10h00, ça sonne à la porte, le rendez-vous suivant qui arrive. Et là, mon responsable qui dit vous pouvez revenir dans 5 minutes, et les autres employés qui me défigurent en disant non, mais c'est pas possible, tu peux pas être en retard et tout. Enfin voilà, j'ai été mis dans le ton direct, c'est 10h00. Et donc on apprend à pas gaspiller son temps. Ils n'ont pas trop la maladie de la réunionnite là-bas, une certaine efficacité, voilà. Donc ça, tu l'as gardé un côté très pratique en fait, que j'ai essayé de garder ensuite pour mon entreprise. Et voilà, des fois, ça vaut le coup de regarder les choses telles qu'elles sont, en tout cas d'essayer le plus possible. Et puis, ça aide parfois aussi à prendre les bonnes décisions, quoi. On a commencé par un petit peu le parcours, finalement quelques voyages, etc. Ouais. On revient un petit peu à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait, Stenk? Alors, juste une parenthèse, avant Stenk, donc on est parti de l'Allemagne dans l'idée de venir en France pour créer mon entreprise. Ouais. J'ai créé une start-up qui s'appelait Weconix, qui était une place de marché pour les ingrédients naturels. Et donc j'avais monté ça avec un associé qui était en Allemagne. On avait commencé à travailler le projet en Allemagne, et puis quand je suis arrivé en France, c'était pour ouvrir la société, et puis commencer les activités commerciales. On a développé la plateforme, etc. etc. J'ai travaillé à peu près 15 mois sur ce projet, qu'on a décidé d'arrêter fin 2015. Et du coup, à la suite de ça, j'ai lancé Stenk, donc comme je t'ai dit, en auto-entreprise puis en société. Et donc aujourd'hui, Stenk, c'est une agence de 3 personnes et demie, comme j'aime le dire, une agence web, et qui a pour objectif en fait d'aider les sociétés à gagner en notoriété, à améliorer leurs ventes ou à améliorer la prospection commerciale. Voilà. C'est les 3 piliers, on va dire, les 3 raisons pour lesquelles nos clients viennent nous voir. C'est ces grandes problématiques. Et en fait, alors ce qui est marrant, c'est la transition en fait entre les deux, parce que j'étais beaucoup à contre-courant sur mon ancien projet. J'étais dans un univers que je connaissais pas. Je venais de l'ameublement. Là, j'étais dans les ingrédients naturels. Je me suis retrouvé à des salons en Suisse avec des techniciens, des biologistes, des gens hyper pointus. Voilà, donc un monde complètement différent où il a fallu que pendant 15 mois, je me batte pour obtenir les premiers clients. Et puis, à ce moment-là, je suis arrivé à Lyon. J'ai commencé à travailler à la cordée. Et puis, quand on sentait un peu la fin sur mon ancien projet, en fait, naturellement, j'ai senti le besoin des entreprises de communiquer sur le web. Et vu que c'était ma spécialisation avant, j'avais fait ça donc, pendant 3 ans à plein temps pour la société Qubit que j'avais développée. Donc, j'avais développé tout le côté international. C'était une entreprise allemande et on vendait sur le web, mais j'avais développé tout l'international, donc la France, l'Espagne, l'Angleterre. Et là, en fait, petit à petit, j'ai senti un peu le vent qui tournait, où j'avais l'impression plus d'aller dans le sens du courant, quoi. Et des demandes au fur et à mesure qui sont venues, ils m'ont dit, bah voilà, on aurait besoin de ça, on a besoin de faire des campagnes sur Google, on ne sait pas comment ça marche, et puis autour d'un café. Au début, moi, j'ai commencé à faire ça un peu en mode, voilà, temps libre, ça va me changer l'esprit. Donc ça en parallèle de la start-up. Oui, alors voilà, au début, il y a eu quelques mois où c'était un peu en parallèle. Et puis, et du coup, petit à petit, le réseau s'est créé, et puis j'ai eu de plus en plus de demandes. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, on va se lancer. Et, donc je me lance dans l'aventure de l'agence web. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, vous êtes 3,5 ? Alors, je dis 3,5. Je dis 3,5 parce qu'officiellement, on est 2. Ouais. Mais je bosse avec pas mal de prestataires régulièrement. Et du coup, voilà, si on accumule tous ces gens-là, par mois, on est plutôt 3,5 que 2, voilà, on va dire. Mais on a besoin de compétences assez diverses parce qu'aujourd'hui, on accompagne nos clients vraiment de A à Z. Et nous, le premier support, par exemple, pour communiquer sur le web, c'est le site internet. Ouais. C'est aussi de vérifier en amont que toutes les différentes étapes de la création du produit, de la marque, etc., aient bien été respectées.
que les entreprises connaissent bien les personas, etc. Et donc, à certains moments, on a besoin d'ajouter des compétences ponctuelles pour nos clients. Donc, parfois, on va les aider à construire leur site internet. D'autres vont avoir besoin de refaire leur charte graphique, ou certains se former à des logiciels ou des techniques particulières. Nous, on n'a pas de compétences de développement pur, par exemple. Récemment, on a eu une personne qui développait son projet via le logiciel GitHub, par exemple, et du coup, on a été chercher cette compétence particulière. Donc voilà, c'est pour ça que je dis 3,5, parce qu'il y a toujours du monde autour de nous, on ne vit pas tout seul, et on a la chance aussi d'être à l'accordé, et c'est ici que voilà, on a créé notre réseau de prestataires. Voilà. Donc c'est large, hein, ça va du graphisme à la rédaction, au développement. Des fois, on a besoin de personnes aussi, si des marques ont besoin de travailler leur processus commercial, par exemple. Parce que nous, généralement, ce qu'on fait sur le processus commercial, c'est qu'on le traduit sur le web, mais on ne le crée pas. Voilà. Si l'entreprise ne connaît pas bien encore le tunnel d'achat de son client, les bons arguments commerciaux qui vont faire mouche, ce n'est pas notre travail aujourd'hui. Par contre, on peut tout à fait intégrer cette compétence dans le projet global de la communication sur le web. Ok, je reviens sur deux choses que tu as dit juste en amont. Donc, pour ceux qui nous regardent, la Cordée, c'est un espace de coworking qui est principalement basé à Lyon, mais qui en a aussi à Paris, à Annecy, Nantes et Rennes. Donc, c'est du coworking pour que les gens comprennent où on est. Là, on est dans un petit studio à Valmy. Aux couleurs de la Cordée. Exactement. Donc, ça, c'était l'aparté. Je reviens juste sur un truc que tu as dit en amont. Vous n'êtes pas technique. Tu dis on n'est pas technique. Alors on est technique sur le métier du web marketing. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui on a trois offres. On a l'offre conseil, l'offre plus opérationnelle où on va mettre en œuvre les campagnes pour nos clients, et puis une partie de formation généralement qui arrive un peu plus tard pour accompagner la montée en compétences. Et donc en fait on a le côté technique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les campagnes publicitaires. On va pouvoir mettre en place du référencement naturel, mettre en place des actions de lead generation, ce genre de choses. Par contre, sur un site internet, sur le développement d'un gros site internet par exemple, ou d'un site e-commerce, nous on n'a pas la compétence en interne. Voilà. Donc c'est vraiment développement, graphisme ou rédaction très technique par exemple. Là, on n'a pas la compétence en interne, donc c'est pour ça qu'on fait appel à les prestataires autour. Voilà. D'accord. Ok. Toi, tu dis que ton business est très orienté sur le côté site web. Comment tu vois le site web sur Internet aujourd'hui et dans les 10 prochaines années? Déjà, ça a beaucoup bougé, quoi, parce que le web, la révolution du web depuis 10 ans, là, c'est de la folie. Quand on est passé de quelque chose qui était globalement moche et où on n'avait pas beaucoup de compétences à quelque chose qui devient de plus en plus fin, créatif, l'arrivée du mobile qui révolutionne tout et qui nous fait encore changer les modèles. Donc c'est vrai que le site web aujourd'hui c'est un des supports de base pour la communication digitale, mais ce qu'on voit de plus en plus c'est que c'est en train de changer aussi. Et qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui se montent uniquement, par exemple, sur Facebook ou sur des groupes, des entreprises qui vont être sur des supports un peu différents. Tu as le cas de Minute Buzz qui a arrêté son site internet pour se concentrer exclusivement sur son compte Facebook. Ouais. Est-ce que ça, pour toi, c'est une menace ou c'est naturel qu'il y ait quelques exceptions? Non. Alors pour moi, c'est complètement naturel que ça se fasse. En fait, souvent, on essaye aussi de réfléchir en termes d'audience et de cible. C'est-à-dire que Minute Buzz, aujourd'hui, ils jouent beaucoup sur la viralité de leur contenu. Enfin, ils ont toujours joué là-dessus, mais peut-être que Facebook correspond plus à leur cible et à leurs besoins en termes de viralité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a aussi le désavantage de perdre son audience. Aujourd'hui, quand Facebook et toutes les applications à la fin de l'année dernière, début de cette année, ont intégré des explorateurs Internet, par exemple, dans leur application natif, c'est pas juste pour l'expérience utilisateur. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne veulent plus juste être une plateforme qui renvoie du trafic vers le site, parce que
généralement, ce qui se passait, c'est une stratégie web au début. On mettait le site au milieu et puis on essayait de faire venir du trafic. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, dans le cadre de médias comme Minute Buzz, ça a du sens, mais ça n'a pas forcément du sens pour tous les sites. Et puis, on n'est pas, encore une fois, maître de tout ce qui se passe sur Facebook. J'ai eu l'exemple très récemment avec un de nos clients qui a une forte activité sur Facebook, qui publie tous les jours des contenus très créatifs avec des vidéos, etc. Ils ont souffert d'un bug Facebook qui a fait tout simplement qu'ils n'ont pas pu utiliser leur page Facebook pendant 2 mois. Pendant 2 mois entiers. Autant dire que je recevais des emails tous les jours pour me dire est-ce que vous avez des contacts avec Facebook, etc. Et pour eux, c'était juste invivable, quoi. C'était juste invivable. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand on va sur d'autres plateformes, on n'est plus maître du code, on n'est plus maître de ce qui se passe. Donc, voilà. Après, c'est sûr que le rôle des réseaux sociaux va être de plus en plus important. Et c'est là aussi où on accompagne les clients pour, en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs, de faire en sorte de leur proposer la solution la plus adaptée en fait. Parce que, encore une fois, dans le cas de Minibus, ça peut le faire. Si on a besoin de créer une communauté, c'est un endroit parfait qui peut aussi aider. Pour de la communication peut-être un peu plus institutionnelle ou des secteurs du B2B par exemple, c'est peut-être plus intéressant quand même de maîtriser sa communication à fond et de ne pas forcément avoir des interruptions ou des problèmes de gestion, etc., etc. Mais c'est vrai que le rôle des réseaux sociaux devient très important. Je pense que cette année, au début de l'année prochaine, il va y avoir aussi une grosse nouveauté, c'est YouTube qui se lance de plus en plus dans la création de contenu. Et à terme, ils veulent vraiment devenir un acteur de la VOD de plus juste être une plateforme où on met la vidéo, mais être aussi des créateurs de contenu et tout ça. Et ce genre de choses, ça va encore révolutionner. Je pense que par exemple au niveau de la vidéo, on est vraiment au début d'une grosse révolution, quoi, voilà. Après, te dire à quoi va ressembler, pour revenir à ta question en fait, pour te dire à quoi va ressembler le web dans 10 ans, c'est compliqué, parce qu'il y a une accélération des changements qui est ultra forte, et aujourd'hui c'est dur déjà de dire ce qui va se passer dans 2 ans. Des fois on voit des modes arriver, on parlait de la VR, on voit l'exemple des lunettes connectées, des Google Glass par exemple, qui n'ont pas marché, et on voit d'autres modèles qui arrivent, etc. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Dire qu'un produit va marcher aujourd'hui, voilà. Alors l'exemple des Google Glass, un exemple Google a un peu abandonné et se focus plus maintenant sur la cible professionnelle, par exemple. À côté de ça, Snapchat vient de lancer ses Spectacles, qui sont des lunettes avec une petite caméra dedans, pour filmer sa vie en permanence et presque être en live sur Snapchat toute la journée. Est-ce que toi tu vois ça comme des effets de mode ou des choses qui s'ancrent? Parce que par exemple, Snapchat, ça a que quelques années, ça n'a même pas 5 ans, ça a à peine 3 ans. On voit il y a des boîtes qui cartonnent. Beurre, on a l'impression que ça ne va pas passer les 2-3 prochaines années. Est-ce que c'est des effets de mode et il faut être dessus très rapidement, se masteriser quelque part le réseau social et puis être capable de rebondir assez rapidement? En fait, je pense qu'en tant que marketeur aujourd'hui, tu es obligé d'aller tester les nouveaux canaux en permanence. Comment tu convaincs tes clients de le faire à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, c'est quand même tu repars à zéro, il n'y a pas d'audience. Alors, généralement, il y a des bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, le SEO reste toujours un des canaux privilégiés pour les marques en termes de rentabilité. L'AdWords ou les réseaux sociaux pour certaines marques. Donc, il y a quand même une base. Je dirais, il y a un socle. Après, on a des clients qui sont plus ouverts à la nouveauté ou qui ont besoin aussi d'aller chercher des relais de croissance. Parce que si on est déjà très présent, par exemple, sur les moteurs de recherche et très présent sur les réseaux sociaux, on va être à l'affût de nouveaux canaux. C'est vrai qu'avec des clients, on va dire, qui commencent plus, qui sont au début de leur activité numérique, généralement, on ne va pas les amener sur des nouvelles technologies. Snapchat direct. On ne va pas les amener sur Snapchat. Voilà. Alors déjà, Snapchat, pour cet exemple, c'est très spécifique parce qu'en gros, Snapchat, il faut quand même être sur des marques très jeunes.
C'est difficile aujourd'hui d'aller sur Snapchat quand on a une cible qui est plus âgée ou qui est au-dessus de 30 ans. C'est quand même très compliqué. Mais par contre, voilà, avec des clients qui sont plus matures au niveau de leur stratégie digitale, là, on peut leur proposer des choses sympas. Donc, récemment, par exemple, on a vu l'avènement de la publicité sur Waze, l'application GPS, là, qui concurrence pas mal Google Maps et d'autres applications. Après, oui, il y a aussi un effet de mode, c'est-à-dire des choses qu'on pensait un peu acquises. Je pense à l'exemple de Twitter, là. On parle depuis pas mal de temps, et la semaine dernière, je crois qu'ils ont leur action qui vient de passer en dessous du prix quand ils ont été introduits en bourse. Tu regardes le classement des applications dans l'Apple Store, c'est une catastrophe pour Twitter, quoi. Ils sont en train de se casser la gueule complètement. Alors qu'il y a peut-être encore 2 ans, en France, on était prêts tous à partir sur Twitter, et c'était un endroit où on disait, voilà, il faut y aller, ça monte encore plus en France. Voilà. Là, aujourd'hui, les gens se calment de plus en plus, quoi. En plus, le retour sur investissement peut être compliqué. Encore une fois, après, ça dépend des objectifs, ça dépend des cibles, du produit qu'on a, etc. Voilà. Chaque réseau social a quand même des différences, des spécificités qu'il faut savoir repérer et connaître. Voilà. On ne va pas sur Instagram avec des photos moches. Voilà. Et on va pas sur Twitter pour vendre, je sais pas, pour vendre une paire de skis, quoi. Voilà. Il y a quand même une certaine logique. Après, bon, pour revenir à cette idée de nouveaux canaux, je pense que c'est vraiment le propre du marketeur, ou alors on parle des fois de growth hacking. Pour moi, c'est un peu cet état d'esprit où en permanence, on va aller chercher un nouveau canal dès qu'on voit une opportunité, et puis on va essayer, on va la tester, et puis on va voir ce que ça donne. Après, on en revient, ou on trouve une nouvelle possibilité, mais voilà. Depuis que moi quand j'ai commencé à travailler, j'étais plus dans le marketing classique. Bon, très rapidement, je suis allé vers le web marketing, mais c'est vrai que c'est toujours, je pense que c'est la même chose partout, quoi. C'est un moment, il faut être curieux, d'aller tester des nouvelles choses et de voir comment ça répond, tout simplement. Parce que nous, aujourd'hui, nos clients sont dans plus de 12 secteurs d'activité, et on voit les différentes pratiques où des fois on se dit, bah tiens, là ça marche super bien, on va l'appliquer à un autre client qui est dans un secteur différent, puis ça marche pas. Puis à contrario, quelque chose qui va pas marcher dans un va marcher dans l'autre. Bon, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà, chaque entreprise est différente, et chaque cas est différent. Mais voilà. Après, pour parler de manière plus générale, je pense que tout ça, c'est des supports aussi. Et je dirais les basiques de la communication et du marketing, pour moi, ne changent pas beaucoup. Ne changent pas beaucoup. Voilà, c'est comme on dit souvent que, je crois que c'était Marx qui disait que l'économie était le fondement de notre société. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, pareil qu'en communication, la manière de vendre une lessive dans les années 70 et de la vendre aujourd'hui, elle n'a pas vraiment changé. Voilà, les supports ont changé, la forme est différente, etc. Mais la façon de faire, à un moment donné, il faut se vendre, il faut répondre à un besoin spécifique, et puis il faut savoir montrer sa différence par rapport à la concurrence, quoi. Et ça, c'est des basiques, voilà, comme la communication. Les gens aujourd'hui qui veulent aller tester des nouveaux canaux, mais qui ne sont pas prêts à mettre un peu de moyens, c'est compliqué, parce que la base de la communication, c'est la répétition. Et si à un moment on propose, voilà, vous passez devant un 3x4 dans la rue, si vous le voyez qu'une fois, il ne va pas vous faire beaucoup d'effet. Si dans la même rue vous avez 3 fois le même affichage, au bout de la 3e fois, il se passe quelque chose. Voilà. Yes. Je reviens, je saute un peu du coq à l'âne, mais je viens dans le fil Twitter de Stank. Il y a un tweet qui m'a interpellé, où je me suis dit, putain, ça c'est la meilleure définition du SEO que j'ai pu lire depuis plusieurs années. C'est comprendre l'intention de recherche des internautes. Ça vient de toi ? Alors, ça vient pas de moi, c'est aujourd'hui une tendance lourde dans le monde du SEO, où ça se complexifie, et on arrive à un degré de maturité assez important, spécialement le SEO. Moi, c'est ma spécialité à la base. Comme je disais, il y a quelques années, on pouvait faire du SEO, mettre quelques mots-clés, et puis on se trouvait assez vite en haut des résultats de recherche.
Google est passé par là, il y a eu beaucoup de filtres, de pénalités algorithmiques qui ont été mis en place, etc. Avec tous leurs animaux. Et ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens pour répondre au mieux à leurs attentes. Google, en gros, c'est une boîte à questions. On arrive et on cherche une réponse. On est au restaurant, on cherche la date de naissance d'un auteur, on cherche un lieu, on a besoin d'acheter une chemise bleue. On a tout. En gros, voilà, c'est vraiment la question box. Et aujourd'hui, pour réussir sur Google, il faut être capable de comprendre vraiment ce que recherchent les gens. Et plus tu vas pouvoir comprendre, donc c'est ça que je parle en termes d'intention de recherche. Parce que des fois, généralement les recherches, ça commence assez simplement, c'est qu'on commence par un mot ou deux, et puis au fur et à mesure, dans notre processus de recherche, on va ajouter des mots. Et puis les gens qui sont un peu plus aguerris vont aller poser des questions directes. On voit de plus en plus de gens qui posent des questions complètes. Genre, comment faire croître mon entreprise de moins de 10 salariés. Voilà. Et donc, plus on va comprendre ce que les gens recherchent vraiment, plus on va pouvoir y répondre de manière efficace. Faire le bon contenu en face. Exactement. Avoir le bon contenu en face, la bonne réponse, plus on va avoir de succès. En fait, aujourd'hui, la technique, ça a pratiquement plus d'importance. Alors, je ne vais pas dire pratiquement plus parce que on peut arriver encore dans des rares cas où les sites ne sont même pas indexables correctement. Mais c'est, entre guillemets, c'est des petites erreurs qui peuvent être corrigées assez rapidement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que des sites qui ont quand même une forte notoriété ou qui ont des mots-clés partout sur la page, se descendent tout doucement dans le résultat de recherche, puisqu'ils ne répondent pas assez bien. C'est-à-dire que peut-être c'était bien il y a 2 ans, mais il y a un degré de maturité. Ouais, puis il y a un degré de maturité aussi chez les internautes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude d'utiliser Google. On sait très bien que Google est capable de nous répondre, de répondre à nos questions de manière de plus en plus précise. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Hein. Il y a encore des requêtes où on ne comprend pas trop. Voilà. Mais peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas encore la réponse adaptée. Mais donc voilà, l'intention de recherche aujourd'hui, c'est le plus important. Et c'est pas juste sur une requête, c'est sur l'ensemble du parcours d'achat d'un client. Parce que généralement, on cherche, par exemple, demain, si tu veux acheter un ordinateur, avant d'acheter un ordinateur, tu vas te poser tout un tas de questions. Tu vas te demander combien de RAM tu veux, quelle taille d'ordinateur tu veux. Voilà, tu vas te poser tout un tas de questions. Et si, en tant que marque, on est capable très rapidement de comprendre toutes ces questions et d'y répondre bien en amont de l'acte d'achat, ouais. En fait, on a beaucoup plus de chances que la personne finisse son achat sur notre site que si on vient directement à la fin du tunnel où tu as choisi ton modèle, tu as choisi la taille, etc. et tu mets « je veux tel ordinateur avec tant de RAM ». Si la personne t'a déjà vu ou tu l'as déjà accompagné en amont, eh bien, la chance qu'elle achète chez toi, alors bien sûr si tu es encore positionné, voilà, si les basiques, on va dire, du marketing, de la communication sont respectés, les prix, etc., qu'elle finisse chez toi. Voilà. Et donc l'intention de recherche, c'est aussi, c'est pas juste sur une expression, mais c'est dans la globalité. Quel est le parcours d'achat complet de mon client? En sachant que dans certains secteurs, ça peut être très simple, en disant, si on est sur un achat plutôt court et spontané, on va dire, voilà, j'ai besoin de m'acheter des baskets jaunes, donc globalement, on ne va pas révolutionner, voilà, ce sera peut-être celui qui a la meilleure offre, etc. Par contre, quand on arrive dans des secteurs plus B2B ou plus dans les questions de notoriété, etc., dans des parcours d'achat où ça peut être un peu plus long, là, ça demande vraiment une réflexion bien en amont pour comprendre le déroulé. Ça nous arrive, enfin, on a des clients aujourd'hui qui ont des tunnels d'achat qui vont entre 3 et 6 mois. Donc il faut être... Non, mais c'est surtout aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi du B2B. Nous, on accompagne... on a la moitié de nos clients qui sont dans le B2B et on est obligé de comprendre ce qui se passe de A à Z, quoi, parce qu'autrement, si on arrive juste à la fin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Okay. Voilà. C'est quoi, toi, ton dernier achat sur Internet ? Écoute, on a acheté ce petit trépied avant-hier, voilà, avec lequel on fait
le live sur YouTube si des gens nous regardent. Et donc voilà, dernier achat sur Internet. Parfait. Il est rouge. Qu'est-ce qu'il fait Swan dans la vie perso, une fois qu'il a fermé son ordinateur? Qu'est-ce qu'il fait Swan dans la vie perso? Déjà, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur, mais trop. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Je fais pas mal de sport de raquette. Donc tennis, badminton. J'ai aussi depuis 3 ans une passion pour les drones de course. Les drones de course. Les drones de course. Donc je sais pas si ça te parle, mais voilà, on parle beaucoup des drones, on va dire publics ou grand public. Et il y a une petite catégorie là-dedans qui se balade et qui s'appelle les drones de course en fait. T'en as un toi? C'est des donc oui, j'en ai même 3. J'en ai même 3. Et en fait du coup on s'amuse à commander des pièces donc voilà, je passe régulièrement mes week-ends à réparer mes drones et c'est des petits drones qui vont très très vite et on s'amuse à faire la course entre les arbres. Quand tu dis on, voilà. C'est quoi? Alors parce que je fais partie d'un petit club d'une association qui s'appelle Flip and Roll d'ailleurs. et donc si vous voulez venir voir ce qu'on fait, voilà, on se retrouve souvent le dimanche après-midi à Méribel, au parc de Méribel, et donc on essaye d'aller un peu loin, et voilà, on fait la course entre les arbres, voilà. Bon, souvent ça se termine au bout de 5 minutes, puisqu'on se prend l'arbre et que le drone explose, mais voilà, il y a le plaisir du montage aussi. Donc c'est ça, et puis après pas mal de voyages aussi, où voilà, je continue à explorer le monde, un peu moins qu'avant, peut-être, à mon grand regret, mais voilà, je continue à me balader un peu partout. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'ouvrir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que c'est hyper accessible, quoi. C'est où ton prochain voyage? Le prochain voyage, c'est la Laponie. On part en Laponie là, début d'année prochaine, et donc on va se frotter au nord et on espère voir des aurores boréales et profiter des activités. Faire quelques courses de drone là-bas. Faire quelques courses de drone, ouais, on va faire ça. Mais non, voilà, et puis après je passe pas mal de temps aussi avec les potes, voilà. Les potes à Lyon et surtout les potes à Toulouse aussi. Tu viens de Toulouse? Ouais, j'ai passé une bonne partie en tout cas de ma jeunesse à Toulouse, et donc voilà, les potes sont là-bas. Mais non, après c'est vrai que l'entreprise prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de questionnements sur la manière dont structurer l'entreprise, les évolutions. Je travaille aussi sur d'autres projets autour. Donc ça occupe pas mal de mon temps. Pro et perso. Pro et perso, ouais, parce que c'est une passion, quoi. C'est une passion aujourd'hui. J'ai entrepris dans ce que j'aimais le plus, et donc j'ai aucune envie de changer pour l'instant. Voilà. Par contre, je me pose la question de quel va être le futur, parce que j'estime que c'est pas parce qu'on a une boîte qui a 2 ans d'existence qu'on peut pas réfléchir déjà sur le long terme et puis même entamer des projets. Voilà. J'ai tendance à être à vouloir en faire. À vouloir en faire, ouais, toujours. Donc Mélanie me dit toujours que voilà, je veux toujours plus, mais bon, c'est le naturel. Mélanie, ma femme, ouais. Et du coup, j'ai toujours envie d'en faire plus. Généralement, quand je fais quelque chose pendant 1 an ou 2, je pense déjà à d'autres projets. Et donc là, par exemple, on travaille sur un outil. Pour les community managers sur lequel on est en train de plancher là, en interne de Stank, parce qu'on a en gros 10-15% de notre temps qui est dédié à des projets séparés. Et puis en même temps, je suis très impliqué dans une start-up qui s'appelle Digiforma, yes. Sur lequel je travaille pas mal, voilà, parce qu'il commence à y avoir de la croissance, et le projet est assez motivant, parce que derrière le web en général et la communication sur le web, il y a aussi toute cette idée de transformation, transformer un secteur qui est plutôt en retard, on va dire, niveau transformation digitale. Donc c'est vrai que c'est des challenges plutôt sympathiques. Je pense à lui couper plutôt sympathique pour moi. C'est bon, parfait. Voilà.
Cool. Je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps à échanger Ouais. sur beaucoup de sujets, etc. On a l'habitude de terminer un petit peu l'émission avec une question toute simple. L'émission, ça s'appelle Quoi ma gueule? À part Johnny, ça te fait penser à quoi? Tout le monde vous l'a fait penser à Johnny. Ça me fait penser, voilà, au personal branding et puis à l'idée qu'aujourd'hui, je pense que en tant que chef d'entreprise, tu es obligé d'aller au-delà de ton entreprise et de ta marque. Et il y a beaucoup qui véhiculent, beaucoup de choses qui se véhiculent directement. Quand tu écoutes des radios business, comme BFM Business par exemple, tu te rends compte que les gens qui sont au micro, c'est souvent pas les directeurs marketing ou les gros bonnets de l'entreprise, entre guillemets, c'est directement le directeur, le C'est PDG. celui qui doit incarner Voilà, la c'est lui vision qui incarne la vision. Et voilà, quoi ma gueule, ça me fait penser à ça. Faut se jeter à l'eau à un moment, ou en tout cas, faut choisir très vite si on veut se jeter à l'eau ou pas, quoi. Parfait. Voilà, personnellement. Merci beaucoup Swan d'avoir Merci, répondu Olivier. à toutes nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.